Konnichiwa, Shinji Shikuji. Bienvenue à une émission spéciale de Tokyo Live sur l'histoire mouvementée du Japon. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir trois des meilleurs historiens au monde, un survivant de la bombe d'Hiroshima et un descendant du révolutionnaire Meiji. Accueillons nos invités, Monsieur Teriyaki. Ça, c'est le survivant. Le survivant. Madame Tokyo Hana Civic. Madame Sushi Mitsubishi. Madame Harajuku. Et Madame Meiji Yo-Yo. Sans plus tarder, passons au premier sujet, la révolution de Meiji. Bon, pour bien saisir la révolution de Meiji de 1868, il faut remonter à la situation du Japon avant la révolution. Le Japon se trouvait sous un régime féodal et était très fermé au reste du monde. Il n'y avait pas de commerce ni d'échange à l'échelle mondiale. Et le pouvoir réel était détenu par le shogun qui dirigeait le pays grâce à une dictature militaire. Tous les shoguns sont provenus de la même famille, la famille Tokugawa, et il existait aussi un empereur qui régnait. Maintenant, voyons ce qui a déclenché cette révolution. Depuis 1853, le pays a subi la pression d'ouverture d'autres puissances. Et tranquillement, certaines idées, certains mouvements occidentaux sont parvenus jusqu'au Japon. En novembre 1867, le shogun qui régnait, Yoshinobu Tokugawa, quitta volontairement son poste et déclara qu'il était temps que le pays ouvre ses portes. Le jeune empereur Michihito rapacie définitivement la place du shogun au sein du pays et devient le représentant de cette réforme. Bon, grâce à cette révolution, son grand-père a complètement aboli le système féodal. Une armée nationale a été créée, l'éducation a pris une place immense dans la société et il a aussi instauré le développement des moyens de transport et des communications. Il met aussi en place une nouvelle monnaie qui va faciliter les échanges commerciaux avec l'Occident. Ces nouvelles instaurations vont permettre au Japon de se moderniser de façon sociale, économique et politique. Mon grand-père a donc été appelé l'empereur Meiji, ce qui signifie gouvernement éclairé. Très intéressant, merci. Alors, votre grand-père a aidé à amener un nouvel avenir au Japon. Maintenant, passons au prochain sujet. Malheureusement, Mme Harajuku a dû nous quitter en urgence, mais espérons qu'elle reviendra. Il ne faut pas oublier la guerre russo-japonaise qui s'est déroulée du 8 février 1904 jusqu'au 5 septembre 1905. Par contre, les tensions entre ces deux empires ont commencé beaucoup plus tôt, car les deux avaient comme cible la Chine. Les Russes vont donc occuper une partie de la Corée et la province chinoise de la Mandchourie, notamment Port Arthur. Cependant, mon arrière-grand-père et le reste du Japon s'inquiétaient de cet expansionnisme russe et voulaient intervenir, même si l'Angleterre refusait de s'impliquer si les Japonais déclaraient la guerre. Malgré cela, une attaque surprise contre la Russie se fait le soir du 7 au lieu de février 1904. Bref, les Japonais, plus modernisés, prenaient le devant. Ils avaient même à couler la grosse flotte russe de la Baltique. 45 navires, à tuer 5000 Russes et revenir avec 6000 prisonniers, majoritairement grâce à leur victoire de la bataille de Tsushima, 1905. Cette guerre de courte durée va par contre permettre au Japon d'accéder au rang de puissance mondiale et de contrôler complètement la Corée. La Russie, défaite, est obligée de rendre la Corée au Japon, qui la contrôle maintenant entièrement. Le 17 novembre 1905, l'Empire japonais va exiger que la Corée signe le traité de protectorat. Ils vont même mettre en place un nouveau roi, le prince héritier, sous le nom de Songjong. Il fut aussi contraint de marier une princesse japonaise. Songjong est le 27e et dernier roi de la Corée. Malgré les protestations de la Corée pendant 3 ans, le traité international de l'annexion se fait le 8 août 1910. Le roi Songjong, une semaine plus tard, renonce à son trône. Ceci va marquer le début de 35 ans de terreur et de violence pour le peuple coréen. Une grande haine se développe entre les deux peuples suite à ces événements. Maintenant, nos invités vont vous parler de la Première Guerre mondiale, une guerre qui a marqué l'histoire à jamais. Premièrement, le Japon, voyant cette guerre capable d'accroître leur pouvoir sur l'Orient, va déclarer le 23 août 1914 la guerre à l'Allemagne. Cependant, le Japon ne va pas participer à la guerre directement. Il va principalement fournir des armes et des produits, et ceci va beaucoup stimuler l'économie japonaise. À la fin de cette première guerre, le traité de Versailles accorde les colonies allemandes de l'Orient au Japon. Ce pays va aussi devenir beaucoup plus riche, mais cette richesse va être
très mal distribuée et une vague de mécontentement va secouer cet empire. Bon, maintenant, chers téléspectateurs, avec nos experts, je vais vous montrer un autre moment important dans l'histoire de ce pays. L'invasion de la Mandchourie, une région nord-ouest de l'Asie. Bon, pour vous faire un petit résumé, tout a été déclenché le 18 septembre 1931, alors qu'une section de la voie ferrée située dans la Mandchourie, en Chine, fut complètement détruite, celle qui appartenait aux Japonais. Premièrement, la Chine n'était pas un pays uni et comprenait plusieurs provinces. Les Japonais voulaient un prétexte pour envahir la Mandchourie, donc ils ont explosé leur propre train. Oui, cela a du sens. Les Japonais ont toujours voulu envahir la Chine. Il y a sûrement trop de Chinois pour que ça soit possible. Nombreux mais peureux. Lorsque les soldats japonais arrivèrent prêts à envahir, les troupes chinoises ne montrèrent aucune résistance et leur concédèrent 3 provinces sans même se battre. C'est pathétique. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle a fait le tour du monde en un rien de temps. Les débats firent que la Société des Nations s'opposa à l'invasion de la Mandchourie, et ceci incita le Japon à quitter la société. Je me souviens de cette Société des Nations. Elle ne s'est pas avérée très utile car le Japon a tout simplement continué d'étendre son pouvoir sur la Mandchourie et c'est l'invasion de la Chine qui a commencé en 1937 par là. Monsieur Teriyaki, vous avez introduit de nouveaux sujets à merveille, l'invention de la Chine. Nous voilà rendus à un moment crucial de l'histoire du Japon, une guerre sans fin qui, au départ, ne devait durer que 3 mois, mais qui a finalement duré 8 ans, de 1937 à 1945. Oui, c'était une invasion massive de la Chine. En fait, tout l'est de la Chine fut impliqué et envahi par les Japonais, qui ne cessaient de gagner guerre après guerre. C'était une vraie domination japonaise, celle-là. Oui, et elle a été très meurtrière. Oui, bien, tout ça à cause de la politique expansionniste des Japonais. Et le plus important dans cette guerre, c'est que l'attaque des Japonais déclencha une trêve dans la guerre civile qui était présente en Chine. Oui. Si ma mémoire est bonne, je crois que ça faisait 10 ans qu'elle était commencée cette guerre civile. En fait, pour compléter vos sources, cette guerre civile opposait les Kuomintang, le parti nationaliste, au parti communiste de la Chine. C'était une guerre sans fin jusqu'à ce que les Japonais déclarent l'invasion à la Chine. Cette guerre n'a pas eu qu'un impact sur la côte est de la Chine et les provinces sur le bord du Pacifique comme on pense. Pas du tout, puisqu'en 1939, les Japonais se sont battus jusqu'en Mongolie. Par la suite, la République de la Chine s'est jointe aux Alliés en 1941. Et c'est lancé dans la Deuxième Guerre mondiale de la Chine. Et oui, et elle ne se terminera qu'à la reddition du Japon, qui est sa capitulation. Cela mit fin à la Deuxième Guerre mondiale et ainsi à la guerre en Chine. Et après, plusieurs pays ont signé, comme le Japon, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas. Quelle histoire! Konnichiwa! Bienvenue au deuxième segment de notre émission, avec l'arrivée de notre invitée spéciale, Madame Harajuku. Premièrement, l'attaque de Pearl Harbor s'est déroulée le 7 décembre 1941 sur l'île d'Oahu, dans l'État d'Hawaï. Puis personnellement, je pense qu'il y a eu plusieurs causes à cette attaque. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en parler? Tu as tout à fait raison, il y a plusieurs causes. Une de celles-ci serait que Pearl Harbor était la base de la flotte américaine. Les États-Unis avaient aussi placé un embargo de pétrole et d'acier sur le Japon, car ceux-ci avaient envahi la Chine. Le Japon cherchait à avoir plus de territoire, plus de contrôle et plus de pouvoir. Selon eux, les États-Unis étaient un cible faible. Certains disent aussi que les Japonais pensaient qu'en menaçant les États-Unis, ceux-ci seraient plus disposés à négocier avec le Japon. Ils pensaient que les Américains seraient prêts à mettre fin à leur conflit. Est-ce que je me trompe? Oui, les Japonais ont vraiment attaqué Pearl Harbor avec l'intention de régler leur conflit et mettre fin à ceux-ci. Et quelles ont été les conséquences de l'attaque? Mais bien sûr, les conséquences ont été mondiales. L'attaque a eu des répercussions sur le monde entier. Est-ce que vous pourriez nous en parler? À la suite de l'attaque, les États-Unis ont été impliqués militairement dans la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que le Japon a souffert à cause de cela? Oui, grâce aux Alliés, les États-Unis ont aussi réussi à écraser le Japon et à anéantir leur immense empire qui se répand dans tout le Pacifique. Ce n'est pas la seule conséquence que cette attaque a eue. Il y a plusieurs autres. Pendant quelques temps, le Japon a dirigé le Pacifique au grand complet. Pourquoi le Japon a-t-il dirigé le Pacifique à la suite de l'attaque? Le Japon a paralysé les flottes britanniques et américaines dans le Pacifique.
En tant que docteur, je suis bien placée pour vous dire que, en effet, l'exposition à la radiation est extrêmement destructrice et il est rare d'échapper à la mort. La radiation a de multiples effets mortels en cas d'exposition directe. J'ai donc été extrêmement chanceux d'y survivre. Ces effets d'exposition à la radiation comprennent un choc post-traumatique, des maladies sanguines comme la leucémie, plusieurs cancers, des tumeurs et des complications du système nerveux. Aussi, la plupart des gens malades sont héréditaires, alors un bébé né longtemps après l'exposition pourrait être affecté. De plus, les explosions ne concernent pas seulement les villes, car la radiation causée par les explosions s'intègre aux nuages, aux nuages et vont contaminer les pluies, ce qui a un impact sur l'environnement. Alors, combien de personnes sont estimées mortes? D'après ce que j'ai entendu, nous ne savons pas le nombre exact car plusieurs personnes ont été brûlées et réduites aux cendres. Par contre, nous estimons que c'est autour de 135 000 affectés, dont 66 000 morts. C'est beaucoup. Oui, et en même temps, c'est très ironique car la bombe a été nommée Little Boy. La bombe pesait aussi 4 tonnes et son rendement était égal à environ 15 000 tonnes de TNT. Il faut aussi ajouter que le rayon de destruction était d'environ 1 000 et les incendies résultant de l'explosion étaient étalés sur un rayon d'approximativement 4 000. Et dites-nous pourquoi les Américains ont fait ça? Bien, il y a plusieurs raisons. En gros, les États-Unis voulaient que le Japon capitule avant que l'Union soviétique puisse entrer en guerre. Aussi, les États-Unis voulaient se protéger en forçant le Japon à se soumettre. Bref, la bombe était pour mettre fin à la guerre, mais elle a détruit Hiroshima. Des grosses villes et il y a plein de personnes innocentes qui sont mortes à cause de ça. Le Japon a paralysé les flottes britanniques et américaines dans le Pacifique. Maintenant, les États-Unis étaient prêts à tout pour se venger du Japon. Maintenant, nous verrons les importantes répercussions de la bombe d'Hiroshima. Oui, tout à fait. Je suis en mesure de vous l'expliquer car j'étais moi-même une victime du bombardement. Donc, effectivement, je suis reconnu comme un Hibakusha, qui signifie en japonais « gens affectés par l'explosion ». Merci beaucoup. Je me rappelle le lundi 6 août 1945, à 8h15, les Américains ont lancé leur première bombe atomique sur Hiroshima. C'était horrible. La radiation brûlait les vêtements, les cheveux et après la peau. Après, on se serait tué dans une ville complètement fantôme. Bon, les Japonais viennent de prendre un assez bon coup avec la bombe d'Hiroshima, mais leur martyre n'est pas fini. Oh non, pas du tout! Même puisque 3 jours plus tard, une autre bombe éclate au Japon et dans la ville de Nagasaki. Une bombe meurtrière qui prendra elle aussi le nom de la ville. Pauvre Japonais. Oui, c'était une bombe destructrice, tout comme Hiroshima. Vraiment très bravisant. Oui, c'est vraiment un bombardement catastrophique. Et comme sûrement toute la nation du Japon le sait, elle a éclaté le 9 août 1945 à 11h02 du matin. Mais de toute façon, qui ne le sait pas? Il ne faut pas la prendre à la légère. Hiroshima était beaucoup plus forte, mais l'environnement de Nagasaki était beaucoup plus propice à la destruction. Et au total, elle n'était qu'un peu moins destructrice et meurtrière qu'Hiroshima. Bon, pour le bombardement, c'est le pilote Charles Sweeney qui largua la bombe chargée au plutonium, nommée au départ Fat Man, au-dessus du quartier Urakami. Et c'est bien de le mentionner, car c'est là la différence entre celle-là et Hiroshima, puisque cette dernière était chargée à l'uranium. Mais il faut souligner que cette bombe aurait pu être beaucoup plus meurtrière. En effet, la bombe n'a pas été larguée sur sa cible initiale. Oui, c'est vrai. L'objectif initial était que Mitsubishi et le quartier Kikora, qui se situe au nord du Kyoshi, la 4e et la plus au sud île du Japon. Oui, j'en avais déjà entendu parler. Ce sont les nuages qui ont sauvé la ville. Une chance que les nuages étaient là pour nous sauver. En tout cas, on va terminer là-dessus avec la fameuse et impressionnante bombe Nagasaki. Allez. C'est bien, Ali. Est-ce que